Bonjour, mon nom c'est Elisabeth Fortin. Je suis éleveuse d'alpaga chez Alpaga d'Or et artiste feutrière. Et bienvenue sur ma terre locale. Installée en train de manger à l'ombre comme une grande. Fait que ça, là, c'est vraiment, elle a le contact avec son bébé est vraiment bien. Puis des fois, les mamans, quand ils sont isolés comme ça, puis toutes les autres sont toutes reparties au pâturage plus loin, des fois, ils vont stresser un petit peu, ils n'aiment pas ça être toute seule. Fait que là, à ce moment-là, je pourrais intervenir un petit peu, soit en mettant une autre femelle avec un autre bébé, pour qu'ils soient 2, 3 ensemble, là, c'est moins pire. Puis s'il ne faisait pas si chaud, je la laisserais repartir tout de suite au pâturage, mais à moins d'être avec elle pour surveiller que tout va bien puis qu'il n'y ait pas de coup de chaleur, j'aime mieux qu'elle soit dans un environnement un petit peu plus frais. Alors là, je suis bien contente. La petite, elle a fait le choix de rester à l'ombre. C'est une petite fille, elle est intelligente. Je vais vous montrer un petit peu la grange, si vous voulez. Alors, on va rentrer dans la grange. Hein, les féfés, ils vont tous se tasser un petit peu du même bord. Ou s'ils ne se tassent pas, je vais leur indiquer de se tasser tout simplement. Tu veux passer, Attika? Vas-y. Alors, je n'essaie pas de la flatter et de la manipuler au moment où elle passe. Si j'étais toujours après les flatter, les déranger, ils deviendraient justement plus nerveux. Ils penseraient qu'à chaque fois que je passe à côté d'eux, je veux leur toucher. Fait qu'ils essaieraient de se sauver quand j'arrive. Mais là, elle n'a pas peur parce qu'elle sait que je ne vais pas lui toucher. Je ne la dérange pas. Je fais juste partie de leur routine quotidienne. Kayla, que je surveille depuis hier parce que je pense qu'elle va accoucher bientôt elle aussi. Ça serait le fun, elle pourrait peut-être vous le montrer pour vrai. Qu'est-ce que vous faites, les filles, vous restez là? Alors, de façon quotidienne, on fait le ménage des crottes qui sont un petit peu partout. On installe, nous, des boîtes à litière, puis on met des granules de bois, les mêmes granules qu'on utilise pour les foyers de bois. Fait que c'est vraiment juste du petit bois, il n'y a pas de danger pour les alpagas, il n'y a pas d'autres éléments là-dedans. Et ça va ramasser, dans le fond, le liquide et s'assurer que l'environnement va demeurer propre. Étant donné qu'on est sur un plancher de ciment, c'est préférable de faire de cette façon-là. Si on était sur la terre, on n'aurait pas nécessairement besoin de faire ça. Ça rentrerait juste dans la terre. Mais c'est quand même plus... Bien, nous, on considère que c'est plus propre. Ça reste plus sanitaire. Il y en a qui font le choix aussi de mettre des copeaux. Je ne trouverai pas le nom, là, mais en tout cas. La ribe de bois, exactement. Ils vont mettre de la ribe de bois au lieu d'une litière comme on fait là. Nous, on a choisi de ne pas mettre la ribe de bois parce que ça se pogne dans le poil. Et encore là, étant donné que je transforme moi-même mes propres produits, j'utilise la fibre de mes alpagas. Je veux vraiment être sûre qu'il y a le moins de débris possible. Ça va vraiment pogner dans le poil. Et au point que, dans certains cas, les moulins peuvent refuser la fibre s'il y a trop de cochonneries dedans parce que ça peut endommager leurs équipements. Alors, c'est très important d'essayer de garder la fibre propre. Pas nécessairement plus avantageux, ça dépend ce qu'on veut en faire. Dans le commercial, si on veut vraiment faire un élevage de fibres pour faire le commercial, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se badrer de faire la transformation nous-mêmes et toutes les étapes, on veut vraiment faire un élevage d'alpaga pour vendre la fibre, à ce moment-là, c'est mieux d'aller dans le blanc. Parce que au niveau du commerce, la fibre blanche, c'est plus facile parce qu'elle est toute de la même couleur de 1. C'est une fibre qui va se teindre facilement et on peut avoir une qualité de fibre qui va être plus égale. Tandis que dans mon cas, moi, je fais un élevage de couleurs. J'ai choisi de faire toutes les couleurs, ce que je voulais faire en partant. C'est pour ça qu'on est parti avec un mâle gris, un mâle noir, un mâle fauve. Je n'ai pas de mâle blanc. Donc, toutes mes mâles sont des mâles de couleur. Le choix que j'ai fait, parce que je veux avoir l'arc-en-ciel du blanc jusqu'au noir. La différence, c'est que quand on regarde les différentes teintes de brun, bien là, j'ai un brun pâle, j'ai un fauve moyen, un fauve foncé brun pâle, j'ai un autre brun moyen, j'ai un autre brun foncé. Donc, juste dans les différents grades de brun, au niveau commercial, ça serait beaucoup plus difficile d'arriver à obtenir une batch de fibres pareille.
Fait que quand je fais la tonte, on fait la séparation des fibres, puis dépendant de l'âge de l'animal, la qualité génétique, il y a un paquet de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. La fibre de l'alpaga n'est pas toute pareille. Certains animaux ont une très belle fibre, d'autres, elle va être un peu plus corsée. Toutes les fibres, la fibre des animaux peut être utilisée, mais ça dépend vraiment de la qualité de la fibre qui va dicter ce qu'on fait comme produit. Donc, pour le commercial, comme je disais, c'est le blanc, vu que c'est plus facile d'obtenir quelque chose de plus uniforme dans le blanc de façon générale, bien, on peut avoir des grosses batches de fibres blanches. Tandis que moi, j'ai Silhouette. Silhouette, qui est une femelle qu'on a achetée, elle avait, je crois, 6 ans. Elle ne rentrait pas dans la grange, elle était nerveuse, elle criait, elle sautait partout. C'était une femelle stressée. Et aujourd'hui, je peux la flatter quand elle passe aux côtés de moi. Alors, ça se récupère, un animal qui a été maltraité dans son enfance, si on veut. C'est sûr qu'elle a eu des mauvaises expériences quand elle était plus jeune. Elle a été manipulée de mauvaise façon. J'en profitais pour vous le mentionner au moment où elle passait. Donc, si j'ai une grise comme Silhouette, bien, j'ai elle, j'ai 2 petits mâles de l'autre côté, j'ai un autre mâle, je pense que j'ai 6 ou 7 gris dans mon troupeau. C'est sûr que chacun a un différent grade de fibres. Si j'avais 50 gris, je pourrais en avoir 30 qui ont la même qualité, tandis que là, j'en ai 5-6, bien, ils vont tous être de qualité un petit peu différente. C'est plus difficile, là, quand on a, puis de différents âges aussi, d'avoir tout le même grade de fibres. Parce que la fibre, il y a 6 grades, là, du grade 1 jusqu'au grade 6, là, dépendant de la finesse. Donc, l'élevage de couleur, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est là qu'on dit que c'est un élevage plus artisanal, parce que le produit qu'on va faire, c'est un produit plus artisanal versus commercial. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas une entreprise au même niveau que l'autre, c'est juste l'usage de l'animal qu'on va faire en bout de ligne. En fait, je partais, moi, de brun moyen, qui est une de mes couleurs préférées, et plus. Moi, j'aime les bruns, le gris. Le gris argent, c'est vraiment une des... En fait, dans le textile, le gris, c'est la couleur la plus vendue au monde. Regardez-vous, vous allez voir, vous avez du gris sur vous. Hein? Le gris, c'est vraiment la couleur qui est la plus populaire. Et l'avantage avec... et le noir aussi. Donc, quand on parle d'un alpaga noir pur, bien, c'est un noir pur qui ne va pas changer de couleur. C'est pas de la teinture. Donc, c'est très rare d'avoir des produits faits d'une fibre noire qui ne changeront pas de couleur. Alors, c'est là l'avantage de, quand on veut faire le côté vêtements, le côté textile, d'avoir des animaux de couleurs un petit peu plus particulières, le noir et le gris, qui sont les couleurs les plus difficiles à obtenir chez l'alpaga. Mais c'est ça, c'est là. Il y a les statistiques sur le troupeau américain qui est vraiment beaucoup plus gros. Nous, au Canada, je pense qu'on est rendu peut-être autour de 25 000 alpagas au Canada. Et aux États-Unis, ils ont dépassé le 200 000. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais ils ont plus de 200 000 alpagas aux États-Unis. Et sur les statistiques du registre national, je crois que c'est 1 % des alpagas qui sont gris-argent. Alors, j'en ai 6-7 ici sur un troupeau de 50. J'ai pas mal un gros pourcentage de gris. Alors ça, c'est vraiment l'enclos des femelles. J'ouvre ici probablement pour mettre le foin. Je rentre le foin ici, puis vous avez le même type d'enclos des 2 côtés. Et dans le bas, il y a une mangeoire ici, que je ne vais pas nécessairement ouvrir de cette façon-là, mais qui est bien pratique pour moi, que je peux tout simplement l'ouvrir comme ça, et je peux sans nécessairement rentrer de l'autre bord, je peux faire le ménage. Et là, j'y mettrai la moulée. Alors, le soir, pour le souper, quand ils rentrent, je vais remplir les mangeoires de foin pour le lendemain, pour la soirée et le lendemain matin, qu'ils vont manger un petit peu de foin en attendant qu'on ouvre les pâturages. Et ils sont en train de manger, puis je vais leur mettre la moulée. Et là, c'est la chicane, la bataille pour savoir qui est-ce qui va avoir les Smarties le premier. Parce que c'est vraiment une gâterie pour eux quand on leur donne leur moulée. Qu'est-ce qu'il y a, Silhouette? As-tu quelque chose à dire? Silhouette a fait la pause. Silhouette, sa place, c'est là, devant cette fan-là. Ils ont toutes leurs habitudes. Fait que Silhouette, elle se couche là avec Tikita au côté. Ils sont vraiment dans... C'est vraiment un animal de routine. Ils font toujours la même affaire. Dans les petits plats que vous voyez accrochés, là, c'est les minéraux qui sont là. Et les abreuvoirs, fait qu'ils ont toujours de l'eau fraîche, évidemment, et ils boivent, à mesure qu'ils boivent, ça se remplit de façon automatique. On fait le nettoyage des abreuvoirs tous les matins pour être sûr que ça demeure propre. Ils sont bien curieux. Ils vont peut-être aller voir les caméras.
Alors ça, c'est Monte Cristo, c'est Everest, c'est les jeunes mâles d'1 an. Picasso, avec les picots, c'est le jeune Appaloosa. Lui, il se trouve avoir 2 ans. Monet, son père s'appelait Rembrandt, alors on lui a fait honneur en l'appelant Monet. Joker, parce que c'est un petit mâle tannant. Lui, il se laisse flatter un petit peu, ça se peut qu'il vous approche. Joker, il a 2 ans. Tristan, qui a juste 1 an. Renoir. Ulysse. Sultan. Les petits gars sont bien curieux. Espresso, qu'est-ce que tu fais tout seul? Espresso, il va venir, quand il va se lever la tête puis il va se rendre compte qu'il est tout seul, il va s'en venir en courant. Alors, on laisse les mâles et les femelles séparés encore pour ne pas faire de reproduction entre frères et sœurs, le fils avec sa mère. Eux, ça ne les dérange pas. Une femelle, c'est une femelle. Si la femelle se laisse faire, ça marche. Alors, nous, on fait bien attention, on ne fait pas de consanguinité, même pas le grand-père avec la petite fille, on n'irait pas à ce niveau-là. On va à 5-6 générations avant de faire les accouplements pour éviter d'avoir un gène caché qui pourrait causer des problèmes génétiques. Ça, c'est Expresso. Expresso, pour sa couleur, et parce que quand il est né, il avait déjà l'air d'avoir une dose de caféine extra forte dans le corps, il courait partout. Alors, c'est Espresso. Fait qu'ils ont tous des noms. Renoir, sa mère, c'est une fille de Rembrandt, encore là, alors Renoir. Et son père, c'est notre mâle grand champion gris, double grand champion. Et le petit Renoir a gagné son premier titre de grand champion au mois d'avril au premier concours d'Alpaga Québec qu'on a eu au mois d'avril. Et je suis très fière de lui parce que, bon, il suit dans les pas de son père déjà son premier concours et les grands champions. Et il avait dans le concours le grand champion noir qui avait gagné le concours dans un des gros concours au Saskatchewan. Il avait gagné son 2e titre de grand champion en Ontario, donc le plus gros concours d'alpaga au Canada. Et ils se sont envenus au Québec en disant « on s'en vient chercher notre 3e titre de grand champion ». Et hop, Renoir l'a battu. Alors, il a débattu le double grand champion. Chapeau pour mon petit bonhomme, je suis pas mal fière. On regarde dans les concours ce qui se passe aujourd'hui en 2014 versus ce qui était comme qualité en 2007. Il y a déjà une grosse différence là, dans les concours même d'animaux qu'on voit au niveau de l'uniformité de la fibre, le caractère, la densité, tout le manque de poils de garde. C'est tous des critères bien, bien importants au niveau de la qualification d'un animal, la qualité d'un animal. Puis c'est de mieux en mieux d'une génération à l'autre. On voit beaucoup d'éleveurs qui font très attention. Pas tous les éleveurs, il y en a qui vont accoupler des animaux qui sont de moins bonne qualité pour y aller plus en mode volume. Nous, encore là, on est sélectif au niveau des femelles qu'on accouple. On a une vingtaine de femelles qu'on pourrait accoupler. On choisit d'en accoupler 10-12, vraiment les meilleures. Il y en a qu'on n'accouple pas juste pour leur donner un break. C'est pas nécessairement qu'elles sont pas bonnes, mais on veut pas non plus les accoupler à tous les années puis avoir un troupeau qui va se ramasser à 100 alpagas dans le temps de le dire. Là, on fait une croissance normale. Puis on aime beaucoup cette grosseur-là. Entre 50 et 60 alpagas, à nous deux, on trouve que c'est une belle grosseur pour nous de gérer ça à deux. Si on avait des employés, ce qu'on espère un jour grossir assez pour pouvoir se payer un petit peu de personnel, à ce moment-là, on pourrait se permettre de grossir plus aussi. Mais ça serait plus au niveau du côté de transformation de la fibre là, que je prévois à moyen terme embaucher quelqu'un pour m'aider de ce côté-là. L'impact génétique d'un mâle est plus important que celui de la femelle, pas parce qu'il va donner plus que la femelle, parce qu'ils vont chacun donner 50-50 de façon générale. Ils donnent toutes les deux 50 de leur génétique. Tu espères toujours qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. La différence de l'impact génétique de ton mâle, c'est que le mâle, tu peux le mettre sur 5, 6, 7 femelles. Donc, tu vas avoir 5-6 bébés du même mâle. Ta femelle, elle va t'en donner juste un bébé par année. Alors, l'impact génétique du mâle est plus grand à cause de ça. Fait que c'est très important que ton mâle soit vraiment de très haute qualité. Si on accouple un mâle qui est so-so, juste ordinaire, bien, on se trouve à dégrader notre troupeau. Si tu mets ce mâle-là sur 10 femelles, tu vas avoir 10 bébés qui sont moins beaux que leur mère. Tu n'as pas vraiment avancé ton élevage. Là. Fait que c'est vraiment important de toujours prendre un mâle qui va être supérieur à la femelle ou qui va... supérieur dans le sens où il va améliorer la qualité que la femelle a besoin d'améliorer.
Il y en a que ça va être la structure, il y en a que ça va être la densité, il y en a... Elle peut avoir une super belle finesse, mais elle manque de densité, elle manque de crimp ou elle manque d'uniformité. Il va y avoir un trait. Il y a toujours un trait qu'on veut améliorer, il n'y a pas d'animal parfait. Quand on frôle la perfection, bien, on va aller plus loin. Il est parfait par rapport aux critères d'aujourd'hui. C'est un des plus beaux spécimens qu'on a vus, mais on le veut encore plus beau. Ses bébés à lui, on s'attend à ce qu'ils soient encore plus beaux. Fait que c'est toujours une amélioration qu'on veut. Ce qui est le fun avec ces animaux-là, bien, nous, en tout cas, la plupart des éleveurs, on fait aussi attention à la femelle sur les qualités de reproduction, la facilité de reproduction, de naissance, justement, qu'elle fasse des naissances faciles, qu'elle ait du bon lait, qu'elle ait un instinct maternel développé. Toutes des qualités que dans certains élevages, on ne les voit plus, ces qualités-là. Justement, certains élevages les animaux, les femelles ont de la peine à accoucher d'elles-mêmes. Ils sont obligés de tirer sur les bébés, de les aider. C'est pas vrai que c'était de même il y a 6000 ans. L'animal, il n'aurait pas survécu, la race. Là. Fait que c'est des animaux domestiqués qui ont tellement mis d'emphase sur certains critères qu'ils ont perdu le côté de facilité de l'élevage. Chez l'alpaga, c'est encore jeune. Ça fait juste 25 ans qu'il y en a au Canada, mais ça fait quand même 6000 ans que l'élevage se fait au Pérou. Mais c'est un élevage qui se fait de façon... Tu sais, c'est pas... Au Pérou, ils ne sont pas aussi... Ben, je dirais pas que c'est pas vrai. Ils ont des élevages très sélectifs qui vont faire bien attention à ce qu'ils font, mais ils ont aussi des animaux un petit peu plus dans les montagnes, libres, comme des moutons. Et ça va se mélanger un petit peu plus à ce niveau-là. Mais quand on regarde, nous, justement, qu'on fait attention, on dit on s'occupe du tempérament, on s'occupe de que la femelle soit solide aussi, ça fait que le troupeau va s'améliorer tout le temps. Puis une femelle qui a des difficultés à donner naissance, bien, on va simplement arrêter de la coupler parce qu'on ne veut pas qu'elle produise des bébés qui vont avoir des difficultés à donner naissance. Fait que c'est tous des critères importants dans l'élevage. On regarde toutes les qualités de l'animal. Les alpagas, ils ont des dents au devant ici, ils ont juste des dents dans le bas. Et ils accotent sur le palais en haut. Mais la dentition, si les dents dépassent trop, ça veut dire qu'en fait, c'est la mâchoire qui n'est pas bien alignée. Parce que si la mâchoire serait parfaitement alignée, les dents vont bien accoter, juste bien comme il faut sur le palais du haut. Et quand ils mâchent, en coupant le gazon, ça va, de façon naturelle, ça va limer les dents. Fait qu'on en a quelques-uns, ça peut arriver qu'on a besoin de tailler les dents. Encore là, c'est qu'ils ont tellement un pâturage, c'est juste du petit gazon frais, ça ne va pas user les dents autant que s'ils étaient dans un environnement où ils ont besoin de manger des broussailles plus secs, plus difficiles à croquer. Ce qui fait que les dents s'usent un petit peu moins facilement. Mais la majorité de notre troupeau, on fait bien attention à ça, ils ont une dentition parfaite, qu'on n'a pas besoin de faire la taille des dents. Sinon, ça fait partie de la routine annuelle. C'est juste une fois par année qu'on a besoin de faire l'entretien quand il y a un animal qui a un problème de dentition. C'est vraiment avec un Dremel, là. On coupe ça. Le nerf, les gens, ça leur fait faire un saut des fois quand on leur dit que c'est avec un Dremel. Mais le nerf dans la dent de l'alpaga, elle ne va pas aussi loin que nous. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger. C'est sûr qu'il faut faire attention quand même un petit peu. Mais quand on taille la dent à la bonne hauteur, on n'arrivera pas dans le nerf. Là. Ça ne va pas lui faire mal. C'est vraiment juste le bout de dent qu'on enlève. Et pourquoi c'est important? C'est pas juste pour le look. C'est que si les dents sont bien alignées, à ce moment-là, ils vont pouvoir mâcher mieux, mais c'est vraiment pour leur alimentation, pour la santé de l'animal. Si l'animal a des dents qui dépassent trop, à un moment donné, il peut avoir la difficulté à manger. Fait que on tient tout en ligne de compte. Au niveau, c'est vraiment des petits moutons, hein, ils avancent tout en même temps. Au niveau, bien, on voit que, moi, je vois que c'est vraiment des animaux en santé. Il y a le comportement de l'animal, on voit le brillant des yeux, c'est vraiment un animal en santé. On regarde tout le temps, on surveille. Nous, on n'est pas fort sur donner des médicaments préventifs, les bourrées de vermifuges, des trucs comme ça, on ne le fait pas. Il y a des gens qui vont... Bien, la plupart des éleveurs, je dirais, ça dépend des environnements. Ils vont donner un vermifuge, au moment de la tonte, ils vont donner un vermifuge. Donc, c'est la routine, c'est correct, les gens qui font ça, c'est pas un défaut, c'est juste un choix. Ils vont donner le vermifuge au moment de la tonte et un autre au courant de l'été ou peut-être plus à l'automne. Fait que 2 à 3 fois dans l'année, ils vont donner des vermifuges de façon préventive pour éviter que les alpagas aient des parasites ou aient des problèmes de santé. Nous, étant donné qu'on est ici 7 jours semaine, on a choisi d'y aller de façon plus naturelle. Les alpagas, à la base, il y a à peine 20 des animaux
qui vont porter 80 de la charge de parasites du troupeau. Donc, il y a 80 des animaux qu'en principe, on n'aurait presque jamais besoin de leur donner des vermifuges. Ils n'auront pas de problème. Ils sont capables de contrôler ça eux-mêmes. S'ils ont une bonne alimentation, c'est une bonne alimentation, des bonnes vitamines, des minéraux, tout ce qu'il leur faut pour être en santé, un environnement paisible aussi, qui ne sont pas stressés. Donc, nous, on donne presque jamais de vermifuges. Je peux dire que j'ai des animaux ici que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu un vermifuge. Alors, ce n'est pas quelque chose d'essentiel de donner ces médicaments-là. De façon naturelle, ils peuvent se prévenir ça. On surveille. Et si je vois un animal qui est un peu off par le comportement, comme j'expliquais tantôt, si l'animal, si j'en avais un qui se tiendrait dans le coin toute seule puis qui n'a pas l'air affilé, il n'y a pas besoin de se rendre jusque-là pour que je m'en rende compte parce que je suis très près d'eux, je vois leur comportement. Mais si c'était le cas, là, ça serait un cas grave. L'alpaga, c'est un animal très robuste. C'est une proie à la base, c'est pas un prédateur. Donc, une proie, ça ne montre pas quand ils sont malades. Il ne faut pas que ça paraisse un animal malade parce que le prédateur, c'est lui qui va choisir. Fait que c'est vraiment long avant qu'un animal nous montre qu'il y a un problème. Fait que souvent, c'est un problème si c'est vraiment un cas évident, là, ça veut dire que c'est un problème avancé, qu'ils ont vraiment une grosse charge de parasites ou un problème quelconque qu'il faut vraiment intervenir rapidement. Fait que comme je dis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille le comportement. Si je vois quelque chose à ce moment-là, on prend un petit échantillon de sel dans un petit ziploc. Et je vais faire l'analyse. Je faisais avant, on fait généralement l'analyse avec le vétérinaire, mais je me suis équipée avec un microscope, tout ça, et je fais mes propres analyses. Et je vérifie s'il y a quelque chose dans la selle. S'il y a un problème, à ce moment-là, il y a des parasites qui sont facilement identifiables. Je peux moi-même détecter exactement c'est quel parasite et c'est quoi la charge et quel vermifuge je donnerais à ce moment-là, avec une discussion avec mon vétérinaire tout simplement au téléphone. Et dans certains cas, ils sont plus difficiles à identifier quel parasite c'est exactement. À ce moment-là, si moi je détecte quelque chose puis je ne suis pas certaine, je vais faire une deuxième vérification avec le technicien en laboratoire vétérinaire. Eux, ils vont faire le test. Puis là, avec le retour du test, je sais exactement quel médicament donner. Puis généralement, ça va être soit un traitement, ça peut être un traitement d'1 jour, juste un vermifuge qu'on donne soit oral, ou des fois, ça peut être un traitement qui va durer 3 jours, 5 jours, une fois par jour, soit une injection ou un traitement oral encore là. Fait que c'est pas vraiment difficile, c'est juste qu'il faut être attentif aux animaux. À part de ça, bien, on les regarde. On les regarde, on se fait plaisir à les regarder brouter, à les regarder grandir. Puis on parle de nos alpagas avec les visiteurs qui viennent à la ferme. On est ouvert à l'agrotourisme, fait qu'on a des visiteurs continuellement. En principe, on est fermé le lundi, mardi. Ça n'empêche pas les gens de venir quand même. Puis comme on est là, on les reçoit pareil, mais on ne garantit pas qu'on est là. Fait que ça nous permet, si jamais, comme hier, on était vraiment dans le foin, par-dessus la tête avec des grosses chaleurs de soleil comme ça. Ils annonçaient des orages, des possibilités d'orages, fait qu'il fallait qu'on ramasse les foins. On a ici 33 acres de terrain, principalement en pâturage. On a un petit peu de boisé, mais à peine. Alors, on fait les foins nous-mêmes. On s'est équipé. Cette année, c'est les derniers équipements qu'on a achetés pour être vraiment autonome. Avant, on avait un de nos voisins fermiers qui a tous les gros équipements agricoles, on se fiait sur lui pour faucher, puis tout préparer les bales. Puis on allait les ramasser. Mais évidemment, les gros fermiers, ils ont plusieurs champs à s'occuper, puis on n'est pas toujours la première priorité quand on a des petits champs puis que c'est même pas à lui. Fait qu'on a choisi maintenant de vraiment s'équiper, de faire nos propres... Donc, on a déjà fauché on a 4 champs et on a fini hier de ramasser justement notre 4e champ. On les a fait par quelques périodes différentes. Tandis que l'année dernière, à cette période ici, je pense que notre voisin agriculteur qui s'occupait de nos champs, et la première coupe n'était même pas faite. Puis nous, pour les alpagas, on donne la 2e coupe. La première coupe, en fait, une première coupe jeune, la vraie première coupe de foin qu'on a fait, on peut leur donner en alimentation, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une première coupe trop avancée, il va y avoir plus de gaspillage. Eux, ils préfèrent... Ils vont s'arroser. Eux, ils préfèrent avoir ils préfèrent avoir un foin qui est plus sucré, avec des petites fleurs plus jeunes. Alors, la 2e coupe, c'est meilleur, ou une première coupe jeune. Quand c'est trop avancé, les tiges deviennent plus corsées et en même temps, c'est que les têtes des graines de semences qui sont rendues en pleine croissance. Et ça se pogne dans la fibre de les alpagas. C'est vraiment, vraiment, vraiment tannant. Alors,
quasiment plus ça qui fait que je ne donne pas la première coupe par rapport à la richesse aussi du foie qu'il faut analyser. Là. Mais la première coupe, même si elle avait toutes les qualités protéines et tout ça que j'ai besoin, étant donné qu'il y a plus de semences et de toutes sortes de graines dedans, je ne leur donnerai pas parce que je ne veux pas que ça se pogne dans le poêle. Et comme vous voyez, ils sont bien autonomes sur l'arrosoir. On fait attention encore là. Là, ils sont tondus. On fait la tonte au mois de mai, évidemment, au printemps. De mi-mai jusqu'au début juin, c'est moi qui fais la tonte. Mais à partir du moment où il commence à vraiment faire très chaud, là, on les arrose, mais toujours juste la bédaine. En dessous, la bédaine, les pattes d'intérieur. Si vous regardez à l'intérieur des pattes, vous allez voir, ils n'ont pas de poils. C'est comme nous, on n'a pas de poils ici à l'intérieur. Le poil est à l'extérieur, les cheveux. Et puis, c'est le même principe avec eux, ce qui fait que quand ils s'arrosent ici, ça va vraiment les rafraîchir plus. Donc, ça pourrait être avec une hausse qu'on les rafraîchit la bédaine par en dessous ou avec un petit arrosoir comme ça qui sont autonomes, ils viennent s'arroser quand ils veulent, mais toujours juste la petite bédaine. S'ils s'arrosent sur le dos, c'est moins grave présentement parce qu'ils ont été tondus, mais quand ils sont en plein poil, ils ont 6 pouces de poil tout le tour, c'est des gros oursons. S'ils arrosent le dos, ça va faire comme un effet thermique. Puis ça va les isoler, puis ils vont avoir encore plus chaud. Alors c'est vraiment très, très dangereux. Il ne faut pas arroser un alpaga avec la hausse à grand eau comme ça sur le dos. Fait que c'est juste des petites choses à savoir quand on commence les élevages. Des fois, les nouveaux, ils ne sont pas conscients de ça. Puis j'en vois des fois sur des photos sur Facebook qui arrosent leurs alpagas. Là, je leur écris. Faites juste attention. je préfère que les gens ne sont pas insultés. Ils ne savaient pas. Il n'y a personne qui leur a dit. Puis ça leur fait plaisir que j'intervienne pour leur faire une petite information comme ça. C'est pour la santé de l'animal avant tout. C'est toujours ça qui est important. Les filles sont rendues toutes dans le champ parce que là, ils sont venus se rafraîchir un petit peu, ils sont venus boire et ils retournent au champ. Puis là, avant qu'ils reviennent, le temps qu'ils sont pas là. Si ceux-ci étaient là, c'est pas grave, s'ils reviennent avant que j'ai fini. Mais j'en profiterai justement le temps qu'ils sont pas dans mes pattes pour tout faire le ménage des mangeoires, remettre du foin frais. Puis là, quand ils vont revenir, après, dans 1 heure ou 2, tout va être prêt pour les accueillir.